Épisode d'Arrêt Caméra. Bonjour Morgane, bonjour à tous. Eh bien, vous savez que cette semaine est sortie la Palme d'Or de cette année 2025, de Cannes 2025, qui était de Jafar Panahi, Un seul accident. Et comme vous le savez, nous étions à Cannes, donc nous n'en parlerons pas. Mais petit mot quand même dessus pour faire un petit rappel sur ce qu'on a pensé du film. Je pense que c'est un peu important parce que c'est un peu l'événement du moment. Oui, je suis assez d'accord avec toi Morgane. En deux mots, on a bien aimé, mais... Enfin, disons que, est-ce que c'est notre palme du cœur ? Je ne pense pas. C'est plutôt la palme de la raison, en fait. Voilà. Mais ce n'est même pas ma palme de la raison quand j'y pense. Pourquoi ? Je sais pas si la palme de la raison... Je sais pas, c'est compliqué, en fait, à définir. Mais en fait, pour moi, c'est pas ma palme tout court. Parce qu'une palme, c'est forcément une palme du cœur, non ? Non, mais disons que... à méditer. Je disais, la palme de la raison, c'est plutôt la palme de la raison de tout le monde, en fait. C'est ça que je voulais dire. Pas forcément la nôtre. C'était que le film est sorti tel qu'il est. On connaît la condition de Jafar Panahi en tant que cinéaste dissident en Iran. Celui-là, il a réussi à le faire de manière un peu plus libre. Je veux dire, un peu plus avec des guillemets. Vous pouvez pas voir les guillemets, mais voilà. Disons que c'est la palme film important. Que ses films précédents. Et l'année dernière, on avait eu le film de Mohamed Rasoulof, Les graines du figuier sauvage, que tout le monde pensait qu'il allait avoir le prix parce que voilà, tout était là. C'est vrai que là, du coup, que cette palme aille à Jafar Panahi, qui est... le film est bien, mais ça fait un petit peu office de rattrapage par rapport au Mohamed Rasoulof de l'an dernier. Exactement. Et puis par rapport au fait que Jafar Panahi, il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués entre guillemets à Cannes, parce qu'on se souvient qu'en 2010, il devait être dans le jury. Il était arrêté, il faisait une grève de la faim pendant le festival. Sa place n'avait pas été remplacée dans le jury. Il était venu aussi présenter quelques films. Bon, les films étaient bien. Moi, je préfère ses films précédents d'ailleurs par rapport à celui-là. Ces précédents, je veux dire les 3-4 précédents qui, en fait, se nourrissaient un peu de la nature compliquée de sa personnalité de cinéaste dissident, le fait que les films du coup étaient tournés un peu en cachette, etc. C'est le cas là aussi, mais tu m'as dit, parce que moi c'est le premier film que je vois de Panahi, toi tu m'as dit que c'était peut-être moins visible du côté du dispositif que pour ses précédents films. Et là on est plus sur un film à scénario qu'un film dispositif de mise en scène. Alors il y a de la mise en scène, on est d'accord, hein, c'est pas un incapable, hein, c'est sûr. Non, loin de là. Il y a vraiment des moments qui donnent des frissons, mais des frissons négatifs. J'ai envie de dire, on ressent la peur à travers son film. Mais j'ai quand même l'impression de voir un film qui déroule un scénario plus qu'un film qui est habité par quelque chose de plus cinématographique, quoi. Mais après, on vous le conseille, effectivement, ça reste un bon film et c'est pas une palme honteuse. Ça, c'est clair. Non, loin de là. Et donc le cinéma continue à vivre, hein, malgré le fait que OpenAI a sorti Sora 2 et que en ce moment sur les réseaux sociaux on voit des images immondes de choses générées par intelligence artificielle et notamment aussi une star américaine créée par IA qui commence à intéresser des agents. Oui, en fait moi à la limite Morgane, ce qui me déprime c'est en dehors de l'existence de Sora, d'OpenAI, enfin bref et j'en passe, c'est que ces événements-là seraient morts et non avenus si tout le monde ne passait pas leur temps à en parler. Ce qu'on fait nous aussi, certes, mais ce que je veux dire, c'est que de manière générale, ce qui m'exaspère, c'est l'espèce de chambre d'écho qu'il y a autour de l'IA. Et forcément, si ça fait autant parler, forcément, ça va continuer. Il y a quelques mois, c'était les images générées en Ghibli. Là, tu as raison, c'est l'actrice IA dont je n'ai même pas retenu le nom parce que ça n'a aucune espèce d'utilité. Donc voilà, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une nouveauté, disons, une nouveauté technologique qui apparaît en matière d'IA, c'est comme ça, c'est dans les discours ambiants et ça devient des sujets qui prennent la place d'autres et je trouve ça un petit peu épuisant. Non, mais je suis d'accord avec toi, Julie, juste pour dire qu'effectivement, ce qui est assez rassurant pour le cinéma, c'est que quand on voit la tronche des images générées par IA, qui sont des espèces de... En fait, c'est pour ça que j'ai pas aimé le film de... comment il s'appelle ?
Ridley Scott? Non, 1917, c'est qu'en fait j'ai l'impression que tous les films IA sont des espèces de 1917 en raté. Ah oui, mais en soi, 1917, c'est pas... il n'y a rien de tout mais ça. Mais il y avait quand même... Ce n'est pas le bon exemple, Morgan. Pour moi, on n'est pas très loin. Mais là, c'est encore pire, c'est sans vie, c'est sans âme. Et je me dis que là, les films dont on va parler, même les moins bons, il y a déjà plus d'émotions, de vie que dans ces trucs horribles. Donc voilà, oui, c'est rassurant, je veux dire. Après, je pense quand même, juste pour conclure sur le sujet et quelque part le débat IA, je pense quand même qu'il ne faut pas être hypocrite en disant que l'IA à l'heure actuelle, comme par magie, ne serait pas utilisée au cinéma. C'est faux, ça l'est de plus en plus. En fait, ce qui est décrié concerne le remplacement d'acteurs par d'autres acteurs, mais en soi, en animation, c'est déjà utilisé. Pour faire les repasses beauté sur les acteurs et en particulier les actrices, c'est déjà utilisé. Dans la manière, on va dire, de faire l'étalonnage, etc., c'est déjà utilisé. Dans les CGI, voilà, non, mais bien sûr, tout ça, ça reste quand même on va dire une certaine forme d'hypocrisie. Au final, l'utilisation d'IA va croissante dans le cinéma comme dans tous les domaines de la vie. Et, à part dire qu'on est impuissant par rapport à ça, moi, je ne sais que dire. Bien sûr, Julie, mais moi, c'est juste pour dire que si ça, c'est le futur du cinéma, je suis pas sûr que ce soit ça. Mais si ça c'est le futur du cinéma, moi, j'arrête d'être cinéphile. Ça s'arrête à ça. En fait, je ne vais plus voir des films. Voilà, on est d'accord. Et c'est pas grave. Sur ce bel... autre chose de ma vie. on s'intéressera à un autre art, on verra. Voilà, on deviendra des randonneurs. Arrêt livre ou arrêt musique ou arrêt... Et encore, pourquoi pas. Tout peut être menacé par l'IA de toute manière. Sur ces bons mots, on va dérouler le programme du jour qui, comme le précédent, conçu de 5 films. On commencera par un tour d'horizon sur La Tour de glace de Lucile Hadži-Halilović. Puis le film tant attendu dont on avait déjà parlé, on avait commencé à teaser l'épisode précédent, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Ensuite, Put Your Soul on Your Hand and Walk de Sepideh Farsi. Invention de Courtney Stephens. Et on terminera par Marche ou crève de Francis Lawrence. Allez, c'est parti. Contrairement à Léa Salamé aux 20h de France 2, nous avons vraiment décidé de parler du film de Marion Cotillard, soit La Tour de glace de la réalisatrice française Lucile Hadži-Halilović, dont c'est le 4e long métrage en 20 ans. Elle s'est fait connaître dans le milieu du cinéma de genre français par son style cotonneux, proche du conte, et des récits résolument féminins. Elle retrouve 21 ans après son premier long métrage Innocence, Marion Cotillard, donc, depuis grande star internationale, dans une libre adaptation du célèbre conte d'Andersen, La Reine des Neiges. La Tour de glace, présentée en compétition à Berlin cette année, est repartie avec l'ours d'argent de la meilleure contribution artistique. On en parle après ton résumé, Morgane. Tout à fait, Julie. Années 70, depuis son village de haute montagne, Jeanne, 15 ans, rêve de quitter l'orphelinat de son enfance et de découvrir le monde. Fuguant vers la ville et ses lumières, elle trouve refuge dans un hangar. Au matin, lui apparaît la Reine des Neiges éblouissante. Le hangar se révèle être un studio où se tourne un film adapté du conte. Christina, la star qui incarne la reine, règne sans partage sur le plateau. Alors, La Tour de glace, je suis un petit peu mitigée, mais... Le film t'a laissé de glace. Oui, non, mais c'est vrai, le film a un peu laissé de marbre. Alors, je vais expliquer d'emblée ce que j'ai aimé quand même, parce qu'il y a des choses que j'ai appréciées dans ce film. C'est que, d'un côté, je trouve que c'est une manière originale d'aborder un conte vu, archi-revu, etc. Et c'est finalement, le conte en tout cas, un prétexte pour parler d'autres choses qui sont... au final quoi, c'est-à-dire le rapport de l'enfant, d'une enfant en l'occurrence aux adultes, le rapport des enfants aux adultes de manière générale, les liens, relations qui peuvent se tisser via un plateau de cinéma, comment on peut être impressionné par le charisme chez certains humains, pour moi ça brasse un petit peu tout ça. Et le rapport entre Marion Cotillard et l'autre actrice dont j'ai oublié, Clara Pacini, c'est assez intéressant à l'image. Il y a une espèce de relation toxique qui se noue où on comprend au final que Christina attend autre chose de Jeanne, mais donc qui se fait appeler Bianca, et ça introduit tout un malaise qu'il est assez intéressant de décortiquer. Après, mon principal problème devant ce film, Morgane,
Et je suis désolée, mais pendant quasi 2 heures qu'il dure, je l'ai trouvé superbe. Enfin, l'image, elle est vraiment sublime. Il y a des très jolis plans. Il y a des choses voilà, qui, comme ça, viennent marquer la rétine. Mais je me suis fait royalement chier. Voilà, je suis désolée. Effectivement, je pense que c'est le défaut du film, c'est qu'il va laisser beaucoup de gens de côté si on rentre pas dans l'atmosphère qui est quand même très prégnante du film, puisque le film d'ailleurs commence quasiment avec aucun dialogue. Le film donne froid, on sent le froid. Là, pour le coup, c'est réussi. Pour le coup, c'est réussi, parce que c'est un film d'atmosphère et l'atmosphère est très réussie. Mais le problème, c'est que toute cette atmosphère, elle est constante, comme une chape de plomb autour du film. Et en fait, tant qu'on rentre pas dedans, on reste à quai, je suppose. Et je trouve qu'elle l'étouffe un peu, mais je te laisse développer. Non, mais je suis d'accord. Pour moi, en fait, à des moments, j'étais un peu étouffé par cette atmosphère, et d'autres moments, j'étais complètement pris. En fait, il y a des trucs qui fonctionnent mieux que d'autres. Après, le film aussi, j'ai lu que la plupart des scènes ont été tournées dans les Yvelines et à Paris, et des séquences sont tournées en Italie, dans les Alpes. Et tu es en train de dire que les Yvelines, on croit pas au Palais de Glace ? Absolument pas, non. Mais ça se voit, c'est un film de studio, en fait. Oui, mais complètement. Et à la fois, c'est un prodige d'une certaine manière de réussir à rendre le studio de manière aussi... Effectivement, au début, quand elle arrive dans la salle... C'est féerique, en fait. Voilà, on sait que c'est un studio, et en même temps, des fois, on a l'impression d'être dans le conte. En plus, il y a un vrai travail sur les reflets, notamment à travers une espèce de diamant, en fait. Enfin, c'est pas un diamant, c'est un objet de toc, en fait, de la tenue de tournage de Christina, de la Reine des Neiges, que en fait va créer une espèce de kaléidoscope avec l'image, et elle joue avec ça, elle joue avec des effets de trompe-l'œil, et c'est super bien fait, et ça donne vraiment à la fois une dimension fantastique, puisque le film flirte avec le fantastique, évidemment. C'est souvent le cas chez Lucie Lazaïlovic, et même si là pour le coup c'est pas un film fondamentalement fantastique, mais il y a quand même la dimension du conte qui reste à transposer sur le tournage d'un film, puisque on rappelle que le conte de base, c'est contrairement au film de Disney, c'est l'espèce d'emprise d'une reine des neiges qui vit dans sa tour tout en haut d'une montagne avec une enfant. Donc en fait c'est le même principe mais transposé dans un film cette fois, et surtout dans le milieu du cinéma des années 70, où on sait que c'était, alors même encore aujourd'hui c'est toujours problématique, mais à l'époque c'était encore plus problématique, puisqu'il y a une relation toxique qui va même jusqu'au la tentative de viol dans le film, hein, voilà. Oui. Et donc non, mais voilà, le film réussit à la fois à donner vie à quelque chose de fort, et en même temps c'est vrai qu'on est tout le temps dans cette espèce d'atmosphère très noire, très sombre, presque, comme tu dis, étouffante et hermétique, et ça donne un rythme un peu lancinant, languissant, qui peut parfois frustrer, je trouve. Oui, en fait, elle réussit, je dis elle parce que j'ai du mal à prononcer son nom de famille. Lucie Lazaïlovic. Voilà, et je m'en excuse, mais effectivement, là où je te rejoins, Morgane, c'est que pour moi, elle réussit à capter l'époque finalement qu'elle cherche à filmer à travers le conte, alors que voilà, il y a quand même une dissension entre l'époque du conte et l'époque qu'elle filme, avec ses plateaux, son ambiance, enfin, je veux dire, le moment en fait qu'elle filme. Dans ce que ça raconte aussi des jalousies humaines, de quand on préfère quelqu'un à quelqu'un d'autre, de comment on réagit en tant qu'enfant quand on se sent choisi puis délaissé. Enfin, en fait, tout ça, c'est très beau, mais vraiment, il me manque quelque chose. C'est compliqué, c'est-à-dire que j'adore la figure qu'incarne Marion Cotillard, et on en avait parlé, toi et moi, mais c'est pas souvent qu'elle joue des méchantes au cinéma. Enfin, je veux dire... part dans Batman, le 3, là, Dark Knight Rises, où elle joue Talia al Ghul, pardon, la fille de et un peu aussi, quelque part, dans Inception, je trouve les deux personnages un peu proches quand même par certains aspects. Christina et celui qu'elle joue dans Inception. Mais elle est plus garce dans La Tour de Glace. Enfin, oui, voilà. Plus méchante, non, mais c'est plus poussé. Mais voilà, son personnage, je l'ai beaucoup aimé. Après, je ne sais pas, il me manque vraiment quelque chose. C'est même pas le fait de l'ennui. On peut s'ennuyer devant un film et ça se passe très bien et on en retire quelque chose de fort. Mais là, je sais pas, c'est un peu comme si le scénario pour moi était pas tout à fait fini, abouti. Enfin, je veux dire, il me manque dans le déroulé, il me manque quelque chose. Il me manque comme une espèce de, je ne sais pas moi, de twist ou d'événement ou autre, parce que je trouve qu'au final, le problème de La Tour de Glace, c'est que je considère qu'il ne se passe pas grand-chose. Alors que paradoxalement,
il y a des risques qui sont pris par le personnage et quasiment, j'ai envie de dire, des risques d'atteinte à leur propre vie. Mais on le sent pas assez dans ses tripes, dans sa tête. Et à cause on va dire, du choix d'en faire quelque chose de contemplatif, on est forcément, enfin, en tout cas, de mon point de vue, on est comme placé à distance et on a du mal à aller jusqu'à l'empathie avec ces personnages. Enfin, moi, vraiment, devant le film, je me suis pas sentie impliquée une seule seconde. Après, moi, je pense pas que ce soit un film contemplatif, c'est plutôt un film de sensation, en fait, plus que de contemplation. Oui, mais comme les sensations sont éthérées, on se retrouve enfermé dans une sorte de contemplation d'un objet qui a certes ses qualités et parmi lesquelles son originalité, enfin parmi elles, pardon, mais ça suffit pas en fait à faire tenir un projet du début jusqu'à la fin. Oui, c'est pas forcément faux. Enfin, je suis plutôt d'accord avec toi sur le film n'est pas parfait, loin de là, au contraire. Après, voilà, je peux pas dire du mal du film dans la manière où en fait ce film montre qu'on est capable de faire du cinéma de genre en France et on peut le faire très bien enfin. Il y a des choses qui sont quand même assez audacieuses, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de séquences sous-exploitées, oui, c'est-à-dire avec quasiment dans le noir en fait. Oui. Et elle arrive à gérer ce genre de scènes qui sont très dures à montrer parce que la plupart du temps, il faut de la lumière, les films sont souvent très mal éclairés de toute façon, surtout à notre époque, hein, quand on voit. C'est pas que Netflix maintenant, hein, c'est partout. Non, c'est partout, c'est comme une maladie. Et là, ouais, c'est un film d'une très grande beauté, mais surtout, je sais pas, il y a quand même une idée de raconter des choses autrement que par le social, etc. Et pourtant, il y a une dimension sociale dans le film, hein, on peut pas le nier, hein, notamment dans le fait que le personnage est une orpheline et que Christina représente une espèce de figure de personne qui a réussi, en fait. Mais voilà, c'est assez intéressant, puis pour un film qui a beaucoup de références, mine de rien, on pense à Argento, on pense à tout ce cinéma des 70, Jess Franco, etc., qui évidemment ont inspiré Lucilla Zailovic, mais même aussi Gaspar Noé, qui est dans le film, qui est son compagnon d'ailleurs dans la vie de tous les jours, et qui joue là un réalisateur, c'est assez marrant, avec une perruque, parce qu'on sait que Gaspar Noé est chauve, et qui joue une espèce de réalisateur un peu dragueur, d'ailleurs il essaye de draguer au bout d'un moment. Bien sûr, mais là aussi, encore une fois, ça fait partie des marqueurs du film qui caractérisent l'époque des années 70 à laquelle l'action, si tant est que je puisse parler d'action, vu qu'il n'y en a pas vraiment, se situe. Voilà, mais du coup, ouais, c'est la manière dont elle arrive à effectivement jouer avec des références, mais à complètement s'en libérer, et ça, je trouve ça assez fort. Souvent, des films de ce genre, on a l'impression que les références sont beaucoup trop pesantes, et je trouve qu'elle arrive vraiment à faire son film à elle, et c'est assez impressionnant là-dessus. Après, effectivement, sur 2 heures, il y a pas mal de... C'est un peu long. Moi, j'aurais coupé une demi-heure, Morgane. Là, j'ai trouvé que... Enfin, j'ai pas passé un bon moment. L'introduction est très longue en même temps, et elle est très belle d'une certaine manière, je trouve. Bien sûr. Son échappée, le fait qu'elle aille dans le truc, jusqu'à qu'elle arrive dans le studio, en fait. Mais ça fait au moins, je sais pas, j'ai pas compté le temps, mais ça doit faire au moins 40 minutes de film. Et après, il reste 1h20. Et peut-être que il aurait gagné à simplifier en fait les interactions entre Christina et Bianca Jeanne, on va dire. Et même la rivalité avec la jeune fille qui finalement n'est pas trop utile parce qu'elle prend sa place sur le tournage. Oui, ça fait un petit peu remplissage et c'est pas le seul élément, je trouve, qui est dans cette veine-là. Non, mais vraiment retrancher et ramasser d'une demi-heure en moins, le film, je pense, aurait gagné en rythme, en intensité et aurait été un peu plus mémorable. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, le film a gagné le prix qu'il méritait, je pense, oui, je suis d'accord avec toi. À Berlin. Et d'ailleurs, ça c'est marrant parce qu'on avait vu un film dont on n'a pas parlé, il me semble, je crois pas, ici. Reflet dans un diamant mort. Peut-être que si, non, je ne sais plus. Mais je sais plus. Bonne question. Non, je crois pas qu'on en avait parlé. C'est du duo Kate Forzani qui sont des réalisateurs belges pour le coup, mais bon, francophiles, et qui sont aussi des cinéastes de films de genre. Et pareil, il était en compétition à Berlin. Et c'est assez marrant de voir ces genres de films qui arrivent à exister encore aujourd'hui. Et je peux que vous inciter à les voir, parce que c'est des films d'ailleurs qui je suppose d'ailleurs que La Tour de Glace ne doit plus passer dans beaucoup de salles. Non, mais déjà, pardon, Morgane, quand on est allé le voir, il passait pas dans beaucoup de salles. Et malheureusement, pour ce film, malgré Marion Cotillard. Bah oui, non, mais c'est aussi... Enfin, on peut en débattre, mais moi, je trouve que c'est aussi symptomatique du fait que, quelque part, le fait d'avoir un grand nom sur une affiche ne suffit plus à amasser des tas de spectateurs en salle. Est-ce que ce serait pas une bonne manière
de faire la transition avec le film d'après, Julie. Bah si tu veux, on en a terminé avec la tour de glace. Oui, puisqu'on va parler de cette fois de une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. 11 ans après Inherent Vice, Paul Thomas Anderson adapte de nouveau un roman de Thomas Pynchon, Vineland, avec une bataille après l'autre. Une adaptation très libre, transposée à notre époque, avec en tête d'affiche la star Leonardo DiCaprio, qui devait d'ailleurs jouer initialement le rôle finalement attribué à Mark Wahlberg dans Boogie Nights de Paul Thomas Anderson en 1997. On se souvient que DiCaprio avait refusé pour jouer Titanic. Donc, en fait, si je te comprends bien, Morgane, DiCaprio, il devait être chez Paul Thomas Anderson depuis 97. C'est ça. Et en fait, ça fait un sacré bout de c'est temps. un juste retour des choses, on dira. Il manquait dans la carrière de DiCaprio un film notamment avec Paul Thomas Anderson. C'est désormais chose faite. Surtout, Une bataille après l'autre est un pari pour la Warner et celui qu'on appelle communément PTA. On peut se permettre de l'appeler PTA. On va d'ailleurs l'appeler PTA. Ou PTA. Car il s'agit du plus gros budget sur lequel ce dernier ait jamais travaillé. Il me semble plus de 140 millions de dollars. En attendant de savoir si le film va rentrer dans ses frais, presque une première pour le cinéaste, puisque c'est plutôt un cinéaste qui a du mal à... C'est un cinéaste dépensier, il est gourmand, Paul Thomas Anderson. Alors, en soi, ces films ne sont pas très chers, mais ces films ne marchent pas trop, c'est surtout ça. Alors, qu'est-ce que ça vaut? La réponse après le résumé de Julie. Ancien révolutionnaire désabusé et paranoïaque, Bob vit en marge de la société avec sa fille Willa, indépendante et pleine de ressources. Quand son ennemi juré refait surface après 16 ans et que Willa disparaît, Bob remue ciel et terre pour la retrouver, affrontant pour la première fois les conséquences de son passé. Alors il est marrant, Morgane, ce résumé, parce que finalement, il résume un bout du film et qui n'est pas le début du film. Non, c'est le résumé halluciné. Je trouvais ça bien de le mettre parce que justement, je voulais commencer par la promo du film, ce qui est assez marrant. C'est que, comme on disait, c'est un film... D'ailleurs, pour faire aussi la transition avec juste avant, quand on parlait du fait que les stars maintenant ne suffisent pas forcément... ou alors, il faut peut-être s'appeler Zendaya ou Timothée Chalamet. Ou Tom Holland. Mais en tout cas, DiCaprio, bon, Cotillard, ça reste quand même une moins grosse star que DiCaprio internationalement, mais voilà. Mais pour des films comme ça, il faut trouver des moyens de faire envie et voilà, donc là on a un pitch qui résume une seule partie du film comme l'était la bande-annonce. Si tu te souviens, on avait l'impression de voir une espèce de tarantinade, un film à la Tarantino. Bien sûr, et au final le film est bien plus que ça, on va en parler, mais c'est plus que ça. Bah déjà il y a une dimension, effectivement c'est une partie du film ça, mais il y a un avant et un après. Et puis bon, le fait qu'on demande à DiCaprio de faire des TikTok, qu'il y ait des trucs sur Fortnite, je trouve ça assez marrant. Et en même temps, je pense que c'est aussi les gros risques pris par Warner, parce que voilà. Oui, non mais c'est l'ubérisation des acteurs hollywoodiens. Parce que voilà, Paul Thomas Anderson, ça reste un grand cinéaste, c'est connu, il a eu quelques prix, alors pas d'Oscar, mais il a eu quelques prix dans des compétitions internationales. Et attends, il a jamais eu d'Oscar? Non, jamais eu d'Oscar. Et PTA n'a jamais eu d'Oscar? Non, PTA. Pour rien? Même pas pour une musique, une photo, rien du tout? Peut-être que oui, même non? pas sûr, mais... Même pas sûr, mais c'est sûr. une honte ces cérémonies, enfin bref. Mais même... oui, les Oscars, oui. Mais même pas sûr, mais en tout cas, il avait reçu des prix, il a gagné l'Ours d'Or pour Magnolia, enfin, il a eu quelques gros prix, évidemment. Mais en tout cas, chez lui, aux États-Unis, il n'est pas aussi connu que peut-être Damien Chazelle, par exemple, ou je ne sais quoi. Et pourtant, voilà, aujourd'hui, on demande qui est le plus grand cinéaste américain en activité. Vrai, PTA... après les dinosaures. Après Spielberg, voilà. Scorsese, tout le tralala. Les gens vont te dire... Ou Fincher, les gens vont te dire PTA, voilà. J'ai cru que tu allais dire les gens vont te dire Chazelle, mais en vrai, c'est PTA. Non, je pense que les gens vont te dire que c'est PTA en soi, mais... Bien sûr. Mais voilà, bon, en plus, tu peux pas comparer la carrière de Chazelle et de PTA, c'est quand même 30 ans de carrière contre une dizaine d'années. Mais voilà, donc je trouve ça assez marrant qu'on en arrive là. Et puis bon, voilà, après cette petite introduction, le film, est-ce que c'est un bon film ou pas, Julie? Pour moi, c'est un excellent film. Alors, comme d'habitude, il y a eu de l'exagération après les premiers retours critiques, façon... le film du siècle. Non, mais le film du siècle, pourquoi pas le film du millénaire. Enfin, je veux dire, tout le monde perd la tête, je trouve, en 2025. Nous, on essaie de la garder, en tout cas. Mais donc, je dirais, Morgane, que c'est certainement un des meilleurs films de l'année. C'est aussi très certainement l'un des meilleurs, voire le meilleur film américain de l'année. Alors moi, tu peux le dire, oui. Il y a des choses déjà qui me satisfont pas mal dans Une bataille après l'autre, c'est que
Je suis assez contente, surtout dans cette époque où les États-Unis sont en train de sombrer dans le fascisme, hein. On va employer les termes. Sombrer, je pense même qu'elle est en plein dedans. Ouais. Non, mais enfin bon, on va pas se lancer là-dessus, mais en tout cas, je suis assez contente de me dire qu'il y a un réalisateur qui décide de mettre 50 millions de dollars pour adapter une histoire qui se concentre finalement sur un groupe d'individus d'extrême gauche, pour pas parler d'ultra-gauche comme le veut le vocabulaire des médias complètement à la masse. En tout cas, à ce niveau, je trouve ça assez intéressant parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose à raconter dessus. Et quand je dis quelque chose à raconter dessus, ces individus d'extrême gauche, comment ils ont vécu leur combat, comment ils s'intègrent aussi à nos sociétés contemporaines, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils la vivent, comment ils sont aussi traqués, parce que le film parle de ça. Enfin voilà, tout ça, moi, m'a énormément intéressée. Le film mélange à la fois des scènes de vécu, des scènes d'action. On a peur initialement, avant de le voir, de la durée. Enfin, c'est quasi 3 heures. Ouais, 2h47, je crois. Et en ça, c'est un tour de force. Enfin bon, qui c'est qui arrive à faire passer des films de 3 heures, voire 3 heures et quelques aussi vite? C'est James Cameron avec ses avatars. PTA, il arrive à faire pareil avec une bataille après l'autre. Enfin, j'ai trouvé ça plutôt extraordinaire. Il y a des moments qui sont des vraies séquences de montagnes russes. Enfin, on sait pas où on va, mais on se dit, mais tout ça est tellement maîtrisé. Enfin, je veux dire, c'est incroyable en termes de technique, de mise en scène, comment dire, de manière d'être raccord avec le son, de simuler, de créer de l'angoisse aussi et de l'attachement pour ces personnages. Enfin, voilà, tout ça, en fait, c'est un mélange très riche, ce film, Une bataille après l'autre. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et en même temps, ça semble tellement limpide. Enfin, quand on voit ce film, on se dit, oui, lui, clairement, il sait faire du cinéma. Oui, c'est vrai. C'est assez marrant parce que tu vois, moi, Paul Thomas Anderson, je suis toujours... Il y a un truc qui me rend dubitatif, c'est est-ce que c'est un excellent, immense metteur en scène? Pour moi, oui. C'est indéniable. Je ne suis pas forcément de cet avis. Disons qu'il n'est pas de la trempe. Bon, on arrête à caméra. Merci à tous. Non, mais dans le sens où c'est pas Scorsese, c'est pas Spielberg. C'est quelqu'un qui sait très bien filmer, et surtout quelqu'un qui sait très bien cadrer. Hein. Ça, c'est, ah oui, mais ça c'est extraordinaire. D'ailleurs, il était chef-op de ses propres films sur Phantom Thread et Licorice Pizza, pas pour celui-là. Je pense qu'il avait d'autres choses à gérer, notamment la direction d'acteur, etc. Donc c'était peut-être beaucoup plus intense pour lui. Du coup, il est passé par un autre chef-op, dont je ne sais plus le nom, mais qui fait du très bon boulot sur le film. Mais surtout, là, c'est son film le plus impressionnant en termes de montage, surtout. Parce que le film est très cuté. On passe les époques. Alors, on ne sait pas trop, le film joue avec la temporalité, évidemment, parce qu'on suppose que c'est notre époque, puisque, effectivement, il y a des technologies, il y a tout ça. Mais comme le bouquin était un livre des années 80 sur les groupuscules révolutionnaires des années 60-70, le début du film te donne l'impression que... alors, il y a la frontière mexicaine qui est on ne peut plus actuelle, notamment avec la traque par le groupe, la milice appelée ICE par les États-Unis des personnes sans papier, notamment latinos aux États-Unis. Donc forcément, mais voilà, on ne sait pas. En fait, c'est assez marrant parce qu'il y a effectivement la rencontre entre le personnage de DiCaprio, Bob, et comment elle s'appelle, j'ai plus son nom, elle a un nom foufou, qui est joué par Teyana Taylor, qui joue donc la rebelle principale du groupe dont ils font partie. Donc il y a cette rencontre, ils tombent amoureux, ils ont un enfant, et en fait c'est assez marrant parce du coup l'enfant, on va le suivre après dans le film, il a 16 ans je crois, qui est joué par Chase Infinity, Wheeler. Et en fait, sur 16 ans, en fait, c'est limite le futur. Parce que si on se rend compte, c'est limite de la science-fiction, vu qu'on commence à notre époque. Mais voilà, le film arrive vraiment à avancer dans le temps, etc., à entrecroiser des temporalités, mais surtout des points de vue, parce que le film, au début, se concentre autour du personnage joué par Teyana Taylor et un peu par DiCaprio. Ensuite, on développe sur DiCaprio, mais en même temps, on raccroche sur Sean Penn, qu'on croyait que c'était un personnage secondaire, pour en fait en faire un personnage beaucoup plus important du film. Et en même temps, il y a le personnage de Willa, donc chez Infinity, qui commence à s'imposer et qui va devenir un peu le personnage principal du film. Mais c'est ça qui est fascinant. Voilà, c'est ça qui est fascinant. En termes de récit, aussi, c'est fort. Bien sûr, dans le film Morgan, c'est qu'une bataille après l'autre, finalement,
en se focalisant comme ça sur un personnage, puis un autre, ça en fait un film quasi choral d'une certaine manière. Et c'est... Mais pas à la manière de Manuela, tu vois. Non, non, de façon très différente. Et ça rappelle finalement des procédés qu'on retrouve en littérature, mais dans la façon dont c'est fait, c'est à l'opposé total de ce qui se fait justement à l'écrit en littérature. Puis donc ça donne un résultat qui est tangible à l'image et qui est très fort. Puis c'est une manière de raconter une histoire qui est finalement assez différente de ce qu'on peut voir habituellement en Hollywood. C'est-à-dire que c'est d'une liberté folle. En fait, le film alors déjà, c'est un film d'action pour moi. Si on doit dire... Non, mais c'est un film d'action. En fait, si on doit dire le genre principal du film, c'est un film d'action. Parce que le film est une espèce de course en avant, de fuite en avant. Après, on peut considérer éventuellement qu'il a... c'est un film qu'il a des choses... politiques. Il a quelque chose un peu du slow burn à un moment. Parce qu'au début, il y a l'action. Après, ça s'apaise. Et après, ça repart de plus belle, mais ça reste un film d'action, je suis d'accord avec toi. Ça reste quand même un film... d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il cite Tom Cruise dans le film, genre fais-le comme Tom Cruise, je sais pas quoi. Et voilà, on a l'impression que c'est un peu le mission impossible des conspis américains, il faut qu'il aille sauver sa fille, etc. Bien sûr, mais d'ailleurs, tu vois, la référence à Tom Cruise, c'est marrant parce que j'ai lu que... Oui, il y avait des rumeurs. Non, mais c'est pas que ça, c'est que non, c'est sur un tout autre sujet, Morgane. J'ai lu que apparemment, c'était les acteurs eux-mêmes qui avaient fait leur cascade, y compris celle où Leonardo DiCaprio tombe de je ne sais combien d'étages d'un immeuble. Et c'est lui-même qui l'a fait. Il s'est entraîné pendant une semaine sur ça. Et quand je pense que dans le film, ça mentionne Tom Cruise, je me dis, lui-même qui fait ses cascades, voilà, ça s'inscrit un peu dans cette lignée-là, donc du film d'action. Non, et puis il y avait la rumeur comme quoi Tom Cruise pourrait être dans le film. Finalement, il est chez l'autre film de Warner, le film de Iñárritu. Mais voilà, c'est assez ébouriffant, de la manière dont il raconte l'histoire. Et puis, moi, mon passage préféré du film, c'est le gros morceau au milieu, l'espèce de... un moment où Willa disparaît, on va la chercher parce que effectivement Sean Penn, le gros méchant, le colonel, enfin d'ailleurs il est général à ce moment-là, vient chercher, vient chasser même les deux, le père et sa fille dans la ville de, je ne sais plus le nom, mais c'est une ville assez marrante où il y a beaucoup d'immigrés mexicains qui sont ramenés depuis le Mexique, enfin pas que mexicains d'ailleurs, hein, on suppose que c'est tout type de pays. Non, c'est une ville cosmopolite. Voilà, c'est ça. Et donc, on arrive dans des espèces de filatures, de fuite en avant à travers une redécouverte de l'architecture de la ville en même temps, avec des espèces de tunnels, de trous, de trappes. Et le film ne s'arrête pas. Et puis, effectivement, il y a ce jeu de dialogue entre DiCaprio et Del Toro qui est jouissif. Ils sont excellents. C'est du très, très bon acting. Oui, de l'acting d'acteurs qui ont gagné des Oscars, mais comme Sean Penn. Sean Penn qui revit dans ce film après des années de... déjà, il faisait plus trop de films en tant qu'acteur et surtout en tant que très mauvais réalisateur. C'est surtout ça, en fait, l'impression. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, on peut continuer sur le film. Non, moi de là où... alors, je ne vais pas être très original, mais moi, j'ai adoré la scène avec les dodanes à la fin. Oui, la course-poursuite en voiture, un peu psychédélique, puisqu'il y a un rythme un peu lent. Voilà, la manière dont c'est filmé, c'était extrêmement frustrant et en même temps, c'était une frustration que j'ai vécue comme étant assez positive, Morgane, parce que on sait que ça va avoir une fin et en même temps, on a envie que ça dure, mais on a envie que ça s'arrête parce qu'on en a le mal de mer devant. Il étire le temps, il y a le côté mouvement qui... Et quand... Tu disais montagne russe, littéralement. Là. Non, mais bien sûr. Et quand on voit, en fait, cette séquence-là avec ces dodanes, c'est que c'est du décor naturel. Enfin, ils l'ont pas fait pour le film. Et derrière, en y repensant, on se dit, mais le temps qu'il a fallu dans ce film, parce que pour moi, cette séquence est assez symptomatique d'une bataille après l'autre, dans ce qu'elle raconte de la recherche en matière de décor. C'est-à-dire que tout est fait comme ça, de manière naturelle, et on se dit, mais le temps qu'il a fallu pour trouver exactement ces endroits-là, pour pouvoir ensuite les mettre en scène, les cadrer, faire ressentir des choses assez fortes, assez puissantes aux spectateurs. Enfin, moi tout ça me fascine. Et là, en fait, devant ce film, je me dis, mais des films comme ça, il peut certes
il ne peut pas y en avoir tout le temps, mais enfin, quand des gens disent oui, aujourd'hui, il n'y a plus de bons films qui sortent, bah oui, non, mais allez voir une bataille après l'autre. Enfin, bien je sûr. veux dire, ça n'a rien à envier aux meilleurs films des années 70, 80, 90. Enfin, c'est génial. Oui, bien sûr. Et puis, effectivement, tu as parlé de la dimension politique. Ça fait du bien de voir du cinéma de gauche avec autant de budget, autant de moyens qui sont déployés, avec des grandes stars. C'est assez génial. On voit pas souvent ça à Hollywood, en tout cas. Et puis c'est pas caricatural, c'est-à-dire non. qu'on a des personnages qui, en soi, peuvent parfois verser dans la caricature, mais enfin, ils ont une personnalité, ils ont une psychologie, ils ont des rapports ambivalents avec eux-mêmes et avec leur entourage. Enfin, je veux dire, à ce niveau, ça raconte plein de choses. Et puis moi, ce qui m'a plu dans ce film, et c'est ce qui fait que toi et moi, finalement, on a pensé à Eddington d'Ari Aster qu'on avait chroniqué au moment du Festival de Cannes quand on l'a vu, Morgane. Qui est sorti en juillet. Oui, c'est que je trouve que ce sont des films en fait qui me plaisent aussi parce que, de mon point de vue, la figure de Trump, on voit avec ce film et avec Eddington à quel point elle inspire énormément les réalisateurs qui sont nos contemporains. Et je pense qu'avec le recul, dans 10 ans, on se dira... à ce moment-là, il s'est passé des choses fortes dans le cinéma et ces deux films en sont finalement assez caractéristiques. Ouais, tout à fait, Julie. Moi, je terminerai sur une dimension que je découvre de plus en plus dans les films de Pité, qui me fait plaisir en fait à voir, parce que j'ai toujours trouvé son cinéma parfois un peu trop monolithique, ou ça manquait un peu d'émotion parfois, trop sûr de son... très, très majestueux. Et en fait, depuis la fin de Phantom Thread, l'histoire d'amour un peu délurée entre Vicky Krieps, le personnage de Vicky Krieps, et celui de Daniel Day-Lewis, et surtout depuis Licorice Pizza, qui est un film sur l'adolescence, un teen movie incroyable à l'époque, on avait beaucoup aimé, toi et moi, Julie. Et là, celui-là, qui en fait remet en avant la cellule familiale. C'est un film sur en fait l'amour dans une famille, un peu dysfonctionnel aussi, puisque faut dire qu'ils sont pas très. Puis surtout, il y a le personnage de Sean Penn qui vient parasiter, qui lui-même fait partie de cette famille indirectement. On va pas spoiler le film. Oui, non, mais bien sûr. Et voilà. Mais voilà, il y a cette espèce de tendresse. D'ailleurs, le film se termine dans une espèce de fin qui ferait penser à un film de Spielberg, avec le message de la mère manquante, parce qu'on sait souvent que Spielberg, c'est un cinéaste marqué par la séparation de ses parents. Et puis surtout, il y a ce message d'espoir où en fait, et je trouve ça bien parce que le film peut être vu comme ça. C'est un film sur les luttes de gauche, etc., contre le fascisme. Et c'est surtout un film qui dit, en fait, maintenant, moi je fais ce film, je fais partie d'une autre génération, et maintenant il y a les nouvelles générations qui doivent prendre le relais. Et elle est incarnée par Chase Infinity, qui elle va, d'ailleurs son père dit, mais si tu vas à Portland, mais c'est à 4 heures de route, bah ouais, j'y vais. Et elle va faire, parce qu'il se passe un truc. Bon, je sais plus ce qui se passe. Oui, donc elle y va pour en être voiture. présente. Et en plus, c'est une woke, hein, comme on peut dire dans les clichés. Elle a un ami qui est non-binaire, mais je trouve ça génial. En fait, il les voit pas du tout de manière comme on pourrait le voir dans certains films. Oui, peut-être... ce sont pas des flics, ce sont pas des excentriques ou des originaux. Ce sont des gens qui font partie d'une communauté, d'une société, et à ce titre, ils ont le droit d'exister comme tous. C'est ça, et du coup très très fort ce film, je trouve. On disait meilleur film américain de l'année, j'en suis certain, juste devant Eddington d'ailleurs. On passe à un autre film, on change complètement de pays, de continent et même de moyens et aussi, j'ai envie de dire, de genre. On va parler de Put Your Soul on Your Hand and Walk. Présenté à l'Acide cette année, Put Your Soul on Your Hand and Walk de la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi avait tristement fait parler de lui bien avant le début du Festival de Cannes, peut-être vous vous en rappelez. C'était le 16 avril 2025, ouais. En raison de l'assassinat de la photojournaliste gazaoui protagoniste du documentaire Fatma Assona, tuée avec sa famille par les bombes israéliennes le lendemain de l'annonce de la sélection du film à Cannes. Quelques mois après, le film sort dans les salles françaises et pas tant de salles en plus de ça, alors même que la parole se libère un peu partout dans le monde et que le terme génocide semble de plus en plus accepté. Morgane, est-ce que tu peux nous donner le résumé du film ? Oui, parce que c'est un film à dispositif, donc déjà c'est un documentaire. Donc lorsque la réalisatrice iranienne Sepideh Farsi a tenté de se rendre dans la bande de Gaza en avril 2024, elle a été refoulée à la frontière. Son projet de documenter la vie sous l'occupation israélienne s'est alors heurté à un obstacle insurmontable jusqu'à ce qu'elle entre en contact avec Fatma ou Fatem Assona, une jeune photojournaliste talentueuse originaire de la ville de Gaza et qui devient ses yeux dans cette région dévastée.
Alors, ce qui, moi, m'a d'emblée surprise devant le film, c'est que donc, bon, j'avais lu un petit peu dessus, mais je n'avais pas vraiment pris conscience de son dispositif réduit à sa portion congrue. C'est-à-dire qu'on a donc tout le film quasiment est composé d'images où on a ces appels via WhatsApp. Donc côté Sepideh Farsi et côté qui essaie très souvent de joindre Fatma Asona. De mémoire, c'est son nom de famille, c'est bien ça. Et donc elle filme en même temps, donc le téléphone sur lequel il y a les conversations WhatsApp, elle le filme avec un autre téléphone. En termes d'image, c'est assez... Bon, bah c'est très numérique, c'est très numérique, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est assez sale. Et au final, c'est quasi le seul genre d'image qu'on a. Parfois, dans le dispositif, viennent s'insérer quelques instants fugaces volés de son chat qui rentre à la maison, d'elle qui ouvre une porte. De la vie de Sepideh Farsi, ouais. Voilà, sans qu'on ait plus d'éléments que cela. Ces instants qui semblent voler en même temps plaisent énormément à son interlocutrice parce que on se doute de pourquoi. C'est-à-dire ça lui permet de j'ai envie de dire, de voir et d'entendre autre chose que le bruit des avions, le bruit des bombardements, le bruit des drones. Enfin, je veux dire que l'horreur. Ouais, non, mais c'est ça, l'horreur, le boucan incessant qu'il y a dans l'enclave palestinienne. Enfin, et puis de rester connecté au monde, surtout, parce qu'ils sont enfermés à Gaza. C'est ça, c'est une prison, c'est littéralement, ça a été beaucoup dit, une prison à ciel ouvert, mais c'est aussi ce que le film montre très bien, une prison mentale, c'est-à-dire qu'on n'en sort pas, en fait. Et je dis ça parce que ça reste, je vais dire une banalité affreuse, mais enfin, il faut la dire, c'est un film vraiment très, très dur. Enfin, c'est atroce parce que c'est un film qui ne montre pas de violence à l'écran. Enfin, on voit des choses violentes, mais on ne voit pas des choses violentes au sens graphique du terme, je dirais. On voit juste un champignon au nez d'une bombe, enfin, au loin. Et voilà, après, c'est surtout dans ce qu'ils en disent, les personnages, mais il n'y a pas d'image. L'horreur, elle est entendue via le bruit, en fait, de tout ce qui se passe là-bas. Parce qu'on entend constamment les bruits des drones pendant tout le film, c'est assez horrible. On se dit, comment elle fait pour vivre avec ça comme bruit, tu deviens fou. L'horreur, elle est racontée, elle est narrée, mais surtout l'horreur et le caractère absolument sinistre du film, c'est que c'est un film tombeau, parce qu'on sait qu'on voit quelqu'un qui est mort peu de temps après, et pas qu'elle, en fait, parce qu'on voit aussi sa famille. On voit ses parents, ses proches, ses amis, frères de mémoire, il me semble, à un moment sœur ou nièce, je ne sais plus. Mais voilà, et quand on voit ça, on se dit mais comment ce film finalement peut sortir? Et en même temps, heureusement qu'il sort, parce que s'il n'y avait pas cette espèce de film devenu accidentellement hommage pour Fatma Asona, le monde n'aurait pas forcément, très probablement, pas entendu parler d'elle. Je veux dire, de la même manière qu'on ne connaît pas dans le détail les plus de 60 000 morts palestiniens. Enfin, je veux dire, c'est... voilà, moi le film m'a vraiment secoué, je sais pas quoi dire d'autre. En fait, c'est ça toute la valeur historique du film en soi, c'est parce qu'on voit très peu d'images de Gaza, on n'arrive pas à en voir, il y a pas de... Non, ça marche pas. Et en même temps, Morgane, je trouve qu'on voit des images finalement un peu inédites. C'est ça, quand je dis historique, c'est qu'en dehors du film, on ne voit pas d'images de Gaza. Bien sûr. C'est comme si c'était caché. On le voit notamment on en a pas parlé, mais sorti il y a 2 semaines dans Oui, on le voit de loin depuis l'Israël. Mais là, on est vraiment au cœur, et c'est... Alors, effectivement, si, il y a les images quand même prises en photo par Fatma, mais c'est des photos. Mais extraordinaire, les photos, d'ailleurs. Très, 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 très grande capacité de filmer, de prendre en photo ce qu'elle vit, en fait, et c'est assez impressionnant. Mais aussi, en termes d'images animées, de mouvements, d'images cinématographiques, d'images filmées, le film est une espèce d'élément inédit. Alors, il le fait avec
c'est moyen, c'est-à-dire que il y a des problèmes de réseau. On suppose qu'il y a du brouillage, etc. Donc en fait, c'est souvent saccadé. C'est sur un appareil photo d'un téléphone qui n'est pas de très bonne qualité, donc c'est souvent brouillé. Il s'est pixelisé. Oui. Et ça fait partie de la frustration du film, c'est que comme cette personne n'existe plus, on a envie finalement, on est avide de morceaux de sa vie et on n'arrive pas à capter plus que ce que le film a réussi à nous donner d'elle. C'est un peu le truc en plus du film, c'est-à-dire que effectivement c'est à la fois triste ce qui s'est passé parce que c'est pas triste, c'est horrible, pardon. Non mais c'est affreux. C'est affreux. Non mais en même temps c'est compliqué, Morgane, je trouve, de trouver les mots pour parler de ce film. Mais d'une certaine manière, en fait, le film a une dimension encore plus grande que lui-même, tu vois, avec l'idée que en fait on sait qu'elle est morte et c'est horrible, et en fait on veut pas que le temps passe. On veut que ça s'arrête parce jamais. Parce qu'en fait, faut préciser même que si ce qu'on voit est horrible. Chaque moment du film, chaque moment sont montés en fonction des dates. Et on sait que de avril 2024 à avril 2025, on va y arriver, c'est fatidique. Et puis il y a ce fameux moment qu'elle a rajouté, je suppose, après c'est sûr, après la sélection du film, puisque c'est arrivé juste après. Et donc ça devait pas être dans la partie, ce qui avait été montré à l'Acide. C'est le dernier entretien où elle dit on est pris à Cannes, tu vas pouvoir venir. Et en fait, le message d'après, c'est en fait elle est décédée, enfin pas décédée, elle a été tuée par des bombes. Et pendant tout le film, en plus, on a peur que ça lui arrive. Et en fait, on sait que ça lui est arrivé, mais voilà, et en fait tout ça, c'est le moment fatidique. Et on a envie de retenir, en fait, on a envie qu'elle reste, et c'est assez à la fin du film tu te sors à la fois horrifié, en colère évidemment, hein, c'est ça, et en fait impuissant, totalement impuissant à l'image de la réalisatrice, parce qu'elle le dit, qu'elle se sent impuissante. Le film, et surtout ça montre l'impuissance de la réalisatrice et de tous les gens qui en fait on voudrait que ça se cesse. C'est horrible, mais impuissance de la réalisatrice et de nous tous, enfin je veux dire nous tous, à partir du moment où nous ne sommes pas spécialement connus, où nous sommes pas nous ne faisons pas de la politique au sens du métier du terme, et alors moi, je peux comprendre qu'on trouve que ce soit un petit peu gênant, indécent de montrer ça alors qu'on n'est pas avec eux, qu'on est à distance. Mais je crois qu'à un moment donné, ce sentiment, ce ressenti-là d'impuissance, il a aussi toute sa légitimité et toute sa place dans le cinéma contemporain. Enfin, pour moi, c'est normal de poser cette question-là on voit ces horreurs et qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut y faire à part en parler. Enfin, et il faut en parler, en fait. Mais surtout parce que c'est du point de vue de la réalisatrice qui est à peu près le même que le nôtre, c'est-à-dire bien que sûr. voilà, il y a toujours cette et c'est ça qui est génial dans le film, c'est de pas l'avoir filmé comme certains pourraient faire des discussions Zoom. On va voir juste l'écran l'écran de l'image Zoom. Là, elle filme le téléphone, donc en fait il y a cette espèce de vitre qui fait qu'il y a une séparation, mais pas une distance, c'est-à-dire qu'il y a cette séparation, Morgane, dont tu parles, mais même si ça reste de l'image archi-numérique, on est vraiment dedans. C'est pas un numérique qui insensibilise. Oui, non, mais je suis d'accord, Julie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même... l'impuissance fait partie du dispositif du film. C'est aussi sa force, c'est que c'est un film qui nous, je pense, invite à réagir, en fait. Et il y a des gens qui n'ont pas réagi depuis 3-4 ans, qui ont des œillères devant ce qui est en train de se passer, et c'est international, hein. Et quand on voit ce film, on ne peut plus, en fait, être indifférent. Je ne pense pas, c'est impossible. Après, Morgane, je pense pas que les gens qui vont voir ce film étaient spécialement indifférents et ont changé d'avis avec le film. C'est le problème, effectivement, d'aller voir un film. Tu vas voir un film parce que tu as... Alors, ça peut être par hasard, mais souvent tu t'es renseigné avant, donc voilà. Mais voilà, en soi, le film en lui-même est voué à provoquer des réactions, de vouloir agir d'une certaine manière, mais il montre aussi l'impuissance de tout ça, puisqu'en fait, ça ne dépend pas de nous à ce niveau-là. Ça dépend de chefs d'État qui ont leur intérêt et qui font que les choses s'enlisent. Et c'est horrible. Et donc, non, c'est pour ça que j'ai vu quelques gens dire ouais, le film est un peu répétitif quand même, c'est toujours le même dispositif. Et au contraire, en même temps, c'est toute sa grandeur, je trouve. Bien sûr, parce que je veux dire, vu ce qui se passe, mais en quoi l'originalité aurait toute sa place là-dedans? Enfin, je veux dire, on parle d'une femme qui passe des appels à une femme qui est à Gaza, et en fait, la jeune fille qui est à Gaza
elle est jamais sortie de Gaza, et son quotidien, c'est des bombes, c'est des avions, c'est des... Enfin, je veux dire, son quotidien, c'est pas d'aller voir un film, de lire un livre. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il y a rien d'original là-dedans. Enfin, je veux dire, l'horreur, c'est pas original, la vraie horreur. Enfin, je veux dire, la sidération, l'effroi, c'est un continuum, en fait. Ça n'a rien d'extravagant. Enfin, donc, demander, au film d'être moins, disons, monotone ou monocorde, il peut pas le faire. Et encore une fois, moi, je rattache tout ça à l'impuissance de Sépideh Farsi. Enfin, ça ne peut pas être autrement que ce que c'est comme film. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est sûrement un des plus grands films documentaires de l'année. Vraiment, si vous pouvez aller le voir, il passe encore dans des salles, allez-y, parce que voilà, c'est important en fait comme film. Pour une fois, j'ai envie de dire, c'est un film nécessaire. Là, pour le coup, c'est un argument qui est archi valable. Voilà, mais qui pour le coup, différent des films nécessaires dont on se moque, parce qu'il y a ce côté, c'est un film à sujet. Donc voilà, là, ça dépasse même le sujet en fait. C'est quelque chose de fou en fait comme film. Et c'est très bien que ça sorte en fait. Après ce moment un peu, tu vois, sent un peu l'émotion dans nos voix quand même quand on reparle de ce film. Ça nous a. Oui, enfin moi ça m'a fait quelque chose. Voilà. Enfin, je veux dire, à deux doigts de fondre en larmes dedans. Enfin, pardon, ça fait un peu égoïste de dire ça, mais en même temps, ça fait un truc. Quoi. Oui, bien sûr. On va parler d'un autre film qui est pas très fortuné non plus, mais qui dans un autre style complètement. Invention de Courtney Stephens. Premier long métrage de fiction de la réalisatrice américaine Courtney Stephens, Invention ou Invention, est un film expérimental fruit de la collaboration entre l'auteur et son actrice Callie Hernandez, également co-scénariste du film. Invention est marquée par la mort en fait du père de cette dernière, un mystérieux scientifique, sorte de charlatan que seule l'Amérique peut produire. On en parle davantage après le court résumé de Julie. Oui, donc après la mort inattendue de son père conspirationniste, comme on vient d'en parler, sa fille reçoit comme héritage le brevet d'une étrange machine médicale censée, on peut dire, guérir d'à peu près toutes les maladies, Morgane. Oui, c'est ça, c'est ce qui nous est montré dans le film. Alors, Invention, oui, c'est un film particulier, je pense que c'est le cas de le dire. Oui, non, mais vraiment expérimental, et d'ailleurs, qui n'est pas diffusé beaucoup d'endroits. On a fait le choix d'en parler, mais pour le voir, ce sera pas évident. Oui, déjà parce que c'est un film de femme, parce que c'est un film en fait, c'est surtout un film qui rappelle que le cinéma américain, le vrai cinéma indépendant américain, il existe. Le vrai. Non, mais c'est pas un 24 ou. C'est pas Sean Baker. Ou Neon, ouais, voilà. C'est du cinéma indépendant d'une certaine manière, mais il y a du cinéma américain qui est fait encore en dehors de tous ces. Oui, avec 3 bouts de ficelle au final. Et ça, pour le coup, on a la chance de l'avoir dans quelques salles en France, donc ça fait du bien de voir du cinéma aussi peu. C'est quasi du cinéma underground, quoi. Et donc, le film c'est pas forcément évident dès le départ, mais en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure, il y a des éléments qui nous... Alors, si on n'a pas lu, effectivement, sur le film, on se rend compte qu'il y a des éléments qui viennent parasiter, en fait, cette espèce d'histoire de personnage qui est en deuil, qui revient en Nouvelle-Angleterre, je crois, dans la maison de son père, à qui on a légué une machine qui est assez loufoque, un visuel assez marquant et qui fait des lumières. On croirait que c'est quelque chose tiré du cinéma de Kenneth Anger. Ça fait des images colorées en mode kaléidoscope. Oui, parce que, en fait, ça rappelle les... ça y est, je viens de retrouver le terme, Morgane. Ça rappelle les dispositifs qui étaient à la mode en thème... C'est de l'art, comment ça s'appelle, cinétique. Ouais, c'est ça, cinétique, ouais. Voilà, cinétique, merci. Mouvement, comme il y avait dans La Prisonnière de Clouseau et tout ce genre de trucs-là. Exactement, et puis il y a des solarisations à certains moments dans le film. Bon, ça, c'est des choix de la réalisatrice, évidemment, mais voilà, l'objet fait penser à ça, en tout cas. Sauf qu'en fait, tu crois que tout ça est du scénario, de la fiction, et en fait on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a des éléments parasités où en fait le personnage qui d'ailleurs s'appelle alors je ne sais plus son nom, mais c'est un nom proche de l'actrice, c'est pas Callie Hernandez, ça doit être Sally, je sais plus quoi, un truc comme ça. Et en fait c'est bizarre, le nom ressemble à celui de l'actrice, et puis à un moment il y a une prise. Et en fait, on se rend compte qu'elle est en train de parler avec l'acteur, et là, on est dans du making-of. Et en fait, elle est en train de parler de son père, et qu'elle dit mon père quand il est décédé, etc. Et en fait, on finit par comprendre que ce qu'on est en train de voir est entremêlé entre le documentaire et la fiction, puisque, effectivement, comme on vous l'a dit dans l'introduction, c'est un film qui est marqué par la mort du père de Callie Hernandez, qui était donc ce scientifique qu'on voit dans le film. Et il y a des images d'archives, en fait. Oui, et qui sont authentiques, c'est-à-dire qui n'ont pas été filmés exprès pour le film. C'est pour ça qu'on a l'impression des fois que c'est vachement bien fait, mais en fait, c'est du vrai, en fait. Et
Voilà. Et quand je dis c'est comme seule l'Amérique peut montrer, c'est cette espèce de show, reality show, où t'as quelqu'un qui vient présenter un objet qu'il vend, etc., qu'on pourrait appeler les téléachats, notamment en France, mais qui, là-bas, est forcément, c'est une profusion énorme, parce qu'il y a énormément de chaînes. Bah c'est quasi institutionnel, en fait, comme type d'émission, Morgane. Et puis surtout, en fonction des États, t'as des chaînes différentes. Donc en fait, t'as plein de chaînes aux États-Unis, et t'as des chaînes qui sont dédiées à des trucs comme ça, des personnages qui viennent parler de leur science, mais qu'en fait, d'où c'est de la science déjà, enfin tu sais pas trop. Oui, non, en fait, la manière dont ces émissions fonctionnent, c'est que voilà, on a des charlatans qui assènent des pseudo-vérités, mais qui les disent avec un tel air de certitude qu'elles ont vocation à convaincre les gens qui se trouvent derrière leur écran, pour qu'ensuite ils achètent les machines de ces hommes qui, de par leur costume, leur expression faciale et on va dire leur côté avenant et sur d'eux, paraissent être des êtres hautement recommandables, ce qu'ils ne sont absolument pas. Mais autrement, pour en revenir en soi au film, ça, le mélange comme ça d'images de téléachat, la machine et les effets à l'image qu'elle produit, la lumière, les paysages, le côté que tous les Américains ont l'air, mais ce qu'ils peuvent être dans la vraie vie, il y a un côté vraiment fou, un peu extrémiste. Ouais, c'est l'Amérique de... on est encore dans les conspirationnistes, mais en fait. C'est ça. Ce film fait encore le lien avec cette vision de l'Amérique post-Covid, en fait, où on a l'impression que tout s'est libéré, en fait, avec le Covid. Voilà, qu'il y a vraiment... il y a eu Trump non, mais il y a en les 2016, digues qui ont sauté. Voilà, les digues qui ont sauté et les gens qui sont prêts à croire absolument n'importe quoi au mépris de toute rationalité. Mais tout ça donne un drôle de film. Alors, je peux pas dire que je l'ai vraiment aimé parce que je trouve qu'il a quand même pas mal de défauts. Mais enfin, il a le mérite, en tout cas en tant que produit expérimental. Le mérite, bon, c'est selon les sensibilités de chacun, hein. Mais moi, Morgane, je veux dire, on l'a vu un samedi soir, il m'a fait l'effet d'une drogue. Je veux dire, j'ai vu ce truc. Non, mais j'ai vu ce truc et je me suis dit, mais ça m'a complètement transporté dans un ailleurs un peu étrange. Il y a une atmosphère vraiment particulière, une ambiance un qui montage aussi qui est particulier, oui, où les scènes se succèdent, mais de manière assez... tu sais pas, en fait, pourquoi t'es là, d'un coup. C'est ça, et c'est à la fois court et à la fois étiré, mais c'est pas long et ce n'est pas ennuyeux. Je veux dire, et même dans la manière, en fait, des acteurs de jouer leur partition, c'est très étrange. J'ai vu, certains, c'est des réalisateurs aussi, donc je pense qu'ils font partie tous du même groupe, donc on sent oui, qu'il y a un peu d'improvisation, je pense aussi, etc. Et finalement, ça donne vraiment... On voit que c'est pas des acteurs professionnels, non, clairement. Et en même temps, des fois, on a l'impression que c'est des vrais gens, c'est ça qui est fort. Mais moi, ça m'a rappelé, et c'est complètement hasardeux ce que je vais dire, Morgane, moi, ça me rappelle des jeux vidéo de type point and click, où oui. Non, mais c'est vrai. Tu as une musique lancinante, tu es un peu perdu dans un coin qui est étrange et tu cliques sur des personnages et selon si tu cliques dans le mauvais ordre, ils vont pas te sortir ce que tu as envie d'entendre. Mais si tu vas en voir un et puis tu as la bonne réponse et puis du coup tu vas en voir un autre et tu as de nouveau la bonne réponse, et là ça fonctionne. Et je trouve que le film Invention marche vraiment comme ça. Et où finalement le personnage de Cally Hernandez, merci Morgane, et comme ça, c'est comme si nous-mêmes nous jouions ce personnage. C'est un drôle de résultat, quoi. Oui, effectivement, le film est très réussi par la manière dont il arrive à donner vie à son étrangeté avec 3 bouts de ficelle. C'est ça qui est très fort. Et son idée de documentaire qui vient parasiter la fiction fonctionne et apporte encore plus d'étrangeté en fait à l'expérience du film. Et finalement, tu comprends aussi que derrière tous ces artifices en fait et notamment dans l'image, parce que je l'ai dit, il y avait de la solarisation. Le film est en Super 16, il est très joli d'ailleurs visuellement. Il y a des moments éthérés, on est dans la forêt. C'est très automnal film, ils l'ont tourné à l'automne, ça se voit. Et on a vraiment l'impression effectivement de voir l'Amérique de Lovecraft, etc. Et donc tout ça, mais au final à l'intérieur il y a quand même cette espèce de personnage qui vient se confronter à son père, où on sent que l'actrice elle-même
était à distance de son père. Bien sûr. Et à distance, pardon, Morgane, de cette communauté aussi qui génère une espèce de malaise grandissant chez elle vis-à-vis de ces gens qu'elle rencontre qui sont assez uniques en son genre. C'est vrai, elle connaît pas ce qu'elle rencontre. Oui, mais pourtant, elle arrive à se fondre là-dedans. Et le film en lui-même, on a l'impression qu'elle rejoue en fait le père, parce qu'en fait, il a légué cette machine, à quoi ça sert? Est-ce qu'elle doit y croire? Est-ce que ça fonctionne? Et en fait, le film sème le trouble, parce que évidemment, le personnage qui au départ venait, bon, déjà on sait pas d'où elle vient, c'est ça qui est marrant, mais on pensait qu'elle allait rester quelque temps, elle a l'impression de s'installer. Voilà, et elle reste là et elle bouge plus. D'ailleurs, il y a une dimension de, ils doivent vendre la maison, mais la maison, ils n'arrivent pas à la vendre visiblement. Enfin, il y a tous ces éléments un peu esquissés ou alors elliptiques qui viennent remplir en fait tout ce qui n'est pas dit en fait dans le film. C'est ça qui est assez fort. Et donc finalement, le personnage a l'impression qu'elle a fini par se transformer comme une espèce de double de son père, ou a fini par d'ailleurs, le film, si je me trompe pas, se termine par une séquence d'hypnose de la machine, et après il y a une scène après, mais voilà. Mais du coup, on a l'impression que oui, c'est ça, c'est un travail de deuil en fait, le film. Et je trouve que c'est une manière d'aborder le deuil, notamment pas par l'émotion, parce on comprend qu'il n'y a pas vraiment d'affect entre elle et son père, parce qu'il y a une brisure, ils n'ont pas été proches. Oui, et en même temps, bon, on comprend. Oui, en dehors qu'ils n'ont pas été proches, il l'a abandonné aussi pour poursuivre ses projets de Margoulin. Enfin, voilà ce qui s'est passé. Mais en même temps, voilà, il y a cette espèce de, mon père, il a existé, et en fait, il a ce côté un peu, vortex et un peu tordu de vouloir devenir comme son père. Enfin, le film est assez intéressant à ce niveau-là, je trouve, alors que ça dure 1h15 et qu'il arrive vraiment à raconter des choses avec très peu de moyens. Et... Oui, ça raconte beaucoup de choses, voilà. Je trouve, Morgane, par rapport à sa durée, et comme quoi, en fait, on n'est pas obligé de faire des films de 2h45 comme Paul Thomas Anderson. Non, mais alors, non, lui, c'est un cas à part, mais on n'est pas obligé de chercher à chaque fois à raconter des choses en 2-3 heures, sachant qu'en 1h20, 1h30, c'est bon, on peut avoir fait le tour de la question. Et là, c'est en l'occurrence ce qui se passe pour moi. Non, puis c'est, comme tu disais, c'est aussi un film qui parle de l'Amérique en fait, et d'une autre manière, et pourtant de la même Amérique qu'on voit dans les autres films qu'on a pu voir cette année. Et rien que pour ça, déjà, ça prouve que c'est un film intéressant, et surtout, voilà, on n'a pas l'occasion de voir beaucoup de films vraiment indépendants américains, donc si vous avez l'occasion de le voir, on ne peut que vous le conseiller. Toujours sur l'Amérique, Morgane, mais dans une fiction. Alors là, c'est fascisme hardcore. On va parler de l'adaptation de Stephen King au cinéma. Alors le réalisateur, je ne me rappelle plus. Merci, Francis Lawrence. Marche ou crève. Entre deux Hunger Games, le réalisateur américain Francis Lawrence a tourné une sorte de proto-Hunger Games, Marche ou crève, l'adaptation du roman antifasciste éponyme de Stephen King. Vraiment, cette émission est placée sous le signe du fascisme aux États-Unis. Sorti en 1979 sous son alias Richard Bachman. Le film est porté par un duo d'acteurs parmi les plus prometteurs d'Hollywood, Cooper Hoffman, fils du regretté Philip Seymour Hoffman, et David Johnson, révélation d'Alien Romulus l'année passée. L'adaptation est-elle réussie? On en parle après ton résumé, Morgane. Oui, Julie. Alors, dans un futur indéterminé, une compétition appelée La Longue Marche est diffusée avec succès chaque année à la télévision à partir du 1er mai. Un groupe d'adolescents doit marcher jour et nuit sans interruption aucune à un rythme minimal posé, aussi longtemps que nécessaire pour déterminer un vainqueur. Cette année, le jeune Ray Garrity fait partie des 50 candidats. Alors bon, c'est... En fait, quand on voit le film, le résumé, quand on est devant, on se dit qu'il y a une espèce de... que Marche ou crève constitue une espèce de prélude au, effectivement, Hunger Games, Battle Royale, et j'en passe. Bon, c'est un film arrangé dans ce genre de catégorie. Moi, je suis allée voir le film. J'avoue, je partais pas gagnante parce que j'aime pas ces films-là. Enfin, les films de « Oh mon Dieu, c'est horrible, regardez ce qui se passe, c'est affreux. Il y a des adolescents qui s'entretuent sous l'œil des adultes. Oh mon Dieu, combien c'est affreux. » Moi, je marche pas trop avec ce genre de projet. Enfin, c'est vraiment des projets pour qu'on se dise « Mon Dieu, quel monde affreux dans lequel nous vivons et qu'on passe à autre chose derrière. » La patte du gain, surtout, Squid Game, tout ça. Oui, non, mais c'est... voilà. Non, mais je trouve que c'est toujours un peu politiquement pauvre, que ça raconte pas grand-chose. Enfin, bref, j'aime pas ces films. Je suis pas cliente de ces films. Enfin, pour moi, c'est un peu parmi les pires dystopies qui soient. Enfin, c'est toujours facile, scénaristiquement, ça raconte rien, voilà. Là, on est là-dedans. Dans Marche ou crève. Non, mais on est là-dedans. Alors... D'un côté,
le film a le mérite d'essayer, on va dire, de couvrir des questions qu'on peut se poser devant cette situation. Donc, le concept, parce que ça reste un film à concept, des adolescents, jeunes adultes qui marchent jour et nuit. Donc forcément, ils marchent jour et nuit, ils font pas de pause. On va se poser des questions. Ils font comment pour manger, pardon. Ils font comment pour faire leurs besoins, etc. Pour dormir, tout ça. Le film le montre, c'est-à-dire on a droit à la totale. Donc ils mangent de la nourriture dans des tubes. Ils font leurs besoins en 4e vitesse et ils urinent en marchant. Parce qu'ils ont des règles, ils ne peuvent pas s'arrêter voilà. trop Non, mais ils longtemps. doivent pas s'arrêter. Ils ont 3 avertissements et tout. au bout du 3e, ils se font trucider. Voilà. Donc il y a cette espèce de jeu de massacre qui est pas du tout juste. Enfin, c'est pas du tout le propos du film. Mais donc le film, comme il ne joue pas du tout la carte, disons, de la censure où il cherche pas à ménager le spectateur. Les personnages, on les voit se tordre la cheville, on les voit avec des nécroses, on les voit le nez qui coule, on les voit des allergies, et ça encore à la limite, voilà, devenir fou, et ça à la limite c'est le moins pire. On les voit se faire des diarrhées dessus. Bon, c'est un concept. C'était pire pour Julie. Ouais, non, c'est pire que les mises à mort. Je sais pas, perdre 2 heures de mon temps pour voir des personnages se faire caca dessus, ouais, c'est pas mon délire en fait. Enfin, Après, on va me dire, oui, c'est le délire personne. Oui, mais moi, j'ai pas envie de payer pour ça au cinéma. Voilà, là, c'est ma limite. Je comprends de dire, oui, voilà, ils se font caca dessus parce que c'est le fascisme qui les force à faire ça, mais pourquoi en fait? Et d'autant plus, pourquoi que, à la limite, j'aurais pu dire, oui, ça fait partie du projet, et à côté, le décorum en rajoute une couche, et ça fait partie, on va dire, d'un topos qui est intéressant. Mais non, pas du tout. Enfin, c'est-à-dire que la dystopie dans ce Marche ou crève, elle est réduite à sa portion congrue. Enfin, on a 4 champs de maïs et 2 champs de blé, et 4 Américains qui regardent avec des vaches, des chiens, des chevaux, les personnages qui marchent d'un air hagard. Mais je suis désolée, le film est nul. Voilà, il est nul à chier. Voilà. Mais non, mais je veux dire, en même temps, pour un film qui parle que de caca, enfin oui, on sent mon traumatisme suite à cette séance. Et c'est d'un mélo, mais c'est sirupeux, c'est insupportable. Et alors, heureusement qu'il y a effectivement Cooper Hoffman et David Johnson. Enfin, tu vas en parler, je pense, Morgan, parce que autrement, oui, même Mark Hamill, super, il fait le colonel complètement taré avec ses Ray-Ban. Enfin. Les Ray-Ban, c'est devenu d'extrême droite, faut croire, quoi. C'était déjà un peu d'extrême droite depuis Tom Cruise dans Top Gun. non, mais le film, oui, c'est pas grand-chose, en fait, le film, c'est ça, le problème, c'est... Effectivement, derrière alors, je n'ai pas lu le livre de oui, parce Stephen que King. C'est la question que moi, je me pose, Morgane, c'est est-ce qu'il y avait moyen d'en faire quelque chose grand-chose? Ouais. Oui, c'est ça. Mais derrière, la grande idée du film, l'antifascisme, c'est très très bien. On préfère voir ce genre de fiction, certes, que des trucs. Et encore, j'aime bien Clint Eastwood, j'aime bien certaines fictions de droite, mais voilà. Un mauvais film reste un mauvais film, c'est vrai. Même si non, mais c'est ça. Et il y a des bons films de droite, mais ce n'est pas l'objet de cette discussion. Mais c'est douable de vouloir faire un film, surtout à notre époque, surtout sous Trump, etc. Surtout quand c'est un film fait par une production, c'est Lionsgate, donc ça reste une major, donc voilà, il y a cette volonté quand même de prouver que l'industrie, forcément avec un peu de cynisme, hein, mais veut faire des films, veut produire des films qui sont de lutte, on va dire. Après, le film en lui-même, et comme tu l'as dit, Julie, je pense que tu l'as très très bien résumé dans un quasi-monologue, mais c'était très bien, je t'ai laissé terminer, aller au bout de ta pensée, et parce que c'était nécessaire. Le film, le dispositif, alors il a le mérite, par rapport peut-être à d'autres films du genre dont on a cité, ou des séries, parce qu'il y a Squid Game, pour le coup le film c'est un dispositif beaucoup plus cadré, c'est une roue, des personnages qui marchent, etc. Alors le problème c'est que Francis Lawrence il ne sait pas du tout quoi en faire. Mais est-ce qu'il s'est réalisé déjà, cet homme? Oui, je veux dire, il y a 2-3 scènes de New York Games 2 peut-être qui sont pas trop nulles, et Constantine c'est pas un mauvais film non plus, je veux dire,
dire, ça reste ça un reste film son daté. meilleur film, du coup. Ça reste un film daté, Constantine, mais bon, c'est pas ça reste très marqué par l'époque film de démons, de possession des années 2000. C'est l'époque Morgane, mais de facto, ça veut dire que Constantine, c'est son meilleur film, si je ne m'abuse. Je pense. Et c'est pas très glorieux. Oui, voilà, c'est ça. C'est un yes man, hein, c'est un mec qui fait des films, et surtout qui, depuis, comme on l'a dit là, il fait que les Hunger Games depuis. Alors non, il avait fait un film sur une agence secrète jouée par Jennifer Lawrence, dont Red, je sais plus quoi. Enfin, ça, je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Mais et là, mais oui, Red Sparrow. Ouais, c'est ça. Oh, mais c'était nullissime. Et son prochain film, c'est justement Hunger Games 6. Qu'on n'ira pas voir. Ensuite, il fait Constantine 2. Donc, ils vont faire Constantine 2, enfin, depuis le temps qu'ils en parlent. Bref, ça, c'est pas là le sujet. Est-ce que c'est un bon cinéaste? J'en sais rien. Mais surtout, le problème, c'est que le dispositif du film est proche du néant. C'est-à-dire que, on sent la marche. Certes, il y a des ellipses, on voit les heures. Enfin, oui, c'est par heure, hein, je crois, le découpage. Non, par kilomètre, pardon, le découpage. Il y a le compteur des kilomètres. Mais à part le compteur des kilomètres, les discussions qui vont permettre entre les personnages de faire vivre l'univers du film, ce qu'il y a autour de toute cette histoire, c'est des dialogues en fait qui sont plus ou moins la même chose, qui sont un peu random en fait, enfin aléatoires, c'est-à-dire tiens, il y a tel personnage qui est là, bah vas-y, je lui parle, je vais raconter ma vie, donc ça va faire évoluer un peu l'histoire. Enfin voilà, il y a ça, et c'est les contre-champs sur les pécores qui les regardent depuis leur tracteur ou leur chaise. Voilà, le film est d'une pauvreté de dispositif qui est assez affligeante, et surtout le pire, effectivement, c'est peut-être son ton sirupeux qui, en fait, ça, c'est le pire, et en même temps c'est paradoxal, c'est ce qui m'a finalement fait que je me suis pas fait complètement chier contrairement à dans le film, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette espèce de, mais c'est grâce aux acteurs, hein, c'est que grâce aux acteurs d'ailleurs, Cooper Hoffman et David Johnson, c'est-à-dire cette relation entre les deux personnages qui se noue, et en fait qui proche même de l'amour en fait, plus que de l'amitié. On se pose des questions. C'est une relation, comme diraient les spécialistes du Moyen-Âge, homosociale. Voilà, homosociale entre les deux. D'ailleurs, on suppose complètement que le personnage joué par David Johnson est gay, puisqu'il y a beaucoup de références quand un personnage de Le Charry dit ah t'es gay, il répond pas. Il y a des espèces. Enfin, la mise en scène. Le sous-entendu est clair. La mise en scène le sous-entend, tandis que Cooper, le personnage de Cooper Hoffman, lui a une histoire d'amour, mais bon voilà, sa sexualité n'est pas expliquée. Donc bref, peu importe. Mais en tout cas, il y a une espèce de mélo qui est créé autour des deux personnages qui fonctionne parce que surtout ce sont des très bons acteurs qui arrivent à exprimer des choses de manière très forte, notamment David Johnson qui a une capacité avec son physique assez différent. Enfin, il est beau et en même temps il n'a pas un physique il est capable de créer une palette d'émotions ouais. assez incroyable. Et là où je te rejoins, Morgane, c'est que le mélo constitue une bouffée d'air en fait dans le film. C'est pour ça que ça passe un peu. Et en même temps, ça montre l'échec du film de donner vie à une espèce de dystopie, parce que pour moi, le film fait par un John Carpenter, ça aurait été un truc génial, enfin une espèce de série B à la New York 97, enfin pour le coup, qui est une série B sur un truc dystopique où New York devient une prison à ciel ouvert. Enfin voilà, là il sait faire des choses, mais Francis Lawrence, il a dû aimer le livre de Stephen King. Oui, il a voulu l'adapter. Il a voulu l'adapter et c'est tout. Enfin le film, c'est pas grand chose. Je pense que du coup on l'a terminé tous les deux. Non, mais en fait, là où le film, je trouve, Morgane échoue lamentablement, et je pèse mes mots dans son dispositif, c'est que, je ne sais pas si tu te rappelles, dans Marche ou Crève, à un moment, et c'est à peu près... c'est après le premier meurtre, parce que j'ai envie de parler de meurtre, je veux dire, ils sont tués comme ça, sans sommation. Oui, ce sont des meurtres. C'est montré comme des meurtres, c'est d'une violence... Voilà, c'est une violence pourquoi pas, inouïe. je trouve que c'est pas trop mal finalement, mais c'est dommage que ça aille pas plus là-dessus. Voilà, et il y a un des personnages qui dit, vraiment il le dit d'emblée, moi ce qui me fait peur, le risque, c'est au final de m'habituer à ça et que je sois insensibilisée par rapport à ça. Et je trouve qu'avec la pauvreté de sa mise en scène, finalement, le film se saborde par rapport à cette note d'intention. C'est qu'au bout d'un moment, on finit par ne plus ressentir de la même manière ces mises à mort parce qu'on a juste envie que ce cauchemar se termine. Oui, c'est ça. Et effectivement, en fait, ouais, t'as raison, il parasite sa propre horreur, en fait. Et fatalement, on sait que depuis le début, ça va être les deux qui vont rester jusqu'au bout. Donc, en fait, bien évidemment. on compte
ah tiens là cette fois ça va être lui, ah tiens là cette fois ça va être lui. On comprend au bout de 2 minutes du film qu'il y a un des protagonistes, c'est le fils du colonel. Bon. Oui voilà, mais tout à fait Julie. Mais non, le film se prend les pieds pour pas faire de mauvais jeu de mots, parce qu'effectivement c'est beaucoup de personnages qui tombent dans le film, qui se font mal aux pieds, etc. Il marche sur la tête. mais non, c'est dommage. D'autant plus que moi, toi, tu disais que tu étais dubitatif par rapport au bouquin, est-ce que ça pourrait faire un bon film. Je pense qu'il y avait moyen de faire un bon film. Peut-être. Je Voilà. ne l'ai pas lu, donc je ne sais pas. Non, je l'ai pas lu non plus. Mais de ce que j'ai vu du film, je me suis dit, ah ouais, peut-être que fait différemment, ça aurait été mieux. Toi, t'aurais fait différemment. Ouais, donnez-moi les sous. Donnez-moi les crédits. Non, bon, voilà, tant pis. Moi, j'étais curieux, pourquoi pas. Enfin, Stephen King, en général, j'aime bien aller voir les adaptations, parce qu'il y a eu quand même des très bonnes adaptations de ces films, Oui, ces livres, et des trucs complètement nazes aussi. Par le passé, justement, parlons-en en 2 mots. Faisons un petit aparté. Allez, non, mais à peine. Non, Stephen King, par le passé, il y a eu des bonnes adaptations. Récemment, à chaque fois que j'ai vu des films adaptés qui parlent de récits Stephen King, ça m'a copieusement ennuyé. Enfin, pour moi, c'est vraiment quasi ce qui se fait de pire en horreur. Enfin, ce sont des pertes de temps absolues. Voilà. Eh ben, c'est fini. Sur ces bons mots, on a terminé avec le programme des films du jour. Et donc, c'est sur ces bons mots qu'on en a terminé avec ce 59e épisode. Le prochain épisode, c'est le 60e épisode. C'est quand même quelque chose, quoi. Bah oui, non, mais c'est... Pour moi, 60, ça fait quelque chose. Ouais. Bah, ça fait bizarre, tu te rends compte, ça fait au moins 60 heures qu'on parle et il y a des gens qui nous écoutent parler de films. Non, mais c'est 60 extraordinaire. heures, même, je pense. Non, mais en vrai, beaucoup plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a parlé de films, punaise. On me précise tout de suite, d'ailleurs, qu'on fera un épisode début novembre et qu'en fait on partira 3 semaines en voyage et qu'on ne fera pas d'épisode avant au moins décembre après, mais voilà. Donc cet épisode ce sera un peu le dernier, avoir un petit hiatus, un peu une pause, quoi. Oui, parce qu'il vaut mieux qu'on parte en vacances, on n'est pas parti l'année. Voilà. Et donc on a déjà une idée du programme, on peut vous dérouler. Alors on va pas parler des films qui étaient à Cannes, qu'on a déjà parlé, donc pas de nouvelle vague, pas de procureur, pas de trucs comme ça, mais on va non, mais peut-être le Kristen Stewart, Morgan. Oui, qu'on a pu rattraper en séance de rattrapage à Paris et qu'on n'en a pas parlé et qui, pourquoi pas, parce que le film, on va vous le dire, on n'a pas trop aimé, mais il y a des choses à dire quand même. On va sûrement parler on aime bien faire un blockbuster de temps en temps. Il y a Tron Ares, moi je me suis attaché à la saga Tron. Le premier, c'est un film culte que j'ai vu quand j'étais gosse, joueur de jeux vidéo, forcément ça m'a marqué. Le 2 était pas trop mal, c'était Joseph Kosinski, celui qui a fait notamment le dernier Top Gun et F1. On parlera, je pense, de Black Phone 2 parce que le premier était plutôt une bonne série B horrifique. Bien sûr, et puis voilà, c'est Halloween à la fin du mois, Stephen King. Ah bon, encore? Je ne sais plus, mais non, je sais peut-être pas. Mais ça fait un peu adaptation de Stephen King, c'est pour ça. Oui, ça y ressemble. Mais bien. Bon, le premier était bien, donc pourquoi pas. Puis c'est Scott Derrickson qui refait la suite. Donc, oui, puis Ethan Hawke qui revient. Moi, j'aimerais Ethan Hawke. Bon, voilà. On ne parlera pas. On peut parler de films dont on ne parlera pas. Déjà, je pense que c'est pas mal. Non, mais Chien 51, c'est mort. Voilà. On ne parlera pas des daubes françaises qui sentent de faire du cinéma de genre. Donc L'Homme qui rétrécit, Chien 51. Voilà. Par contre, il y a de l'animation française. Arco d'Hugo Bienvenu qui a gagné à Annecy, dont on parlera sûrement. Il y a Marcel Pagnol, enfin le film sur Marcel Pagnol de Sylvain Chomet. Marcel et Monsieur Pagnol. Voilà, Marcel et Monsieur Pagnol, celui-là sûrement aussi. Il y a des films de Cannes, effectivement. Donc on avait parlé du film de Chronologie of Water de Kristen Stewart. Il y aura un film dont on n'a pas parlé. Est-ce qu'on va le voir? Je ne sais pas. On est un peu en guerre contre lui. La disparition de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov. Serebrennikov, c'est douloureux. On va voir. Ce serait du masochisme, là. Oui, il y a Imago qui avait gagné l'Œil d'Or, le meilleur pas. documentaire du Festival de Cannes. Franchement, oui. Si on a l'occasion de le voir en salle, oui. Et il y a aussi le film sur Bruce Springsteen, j'ai du mal à le dire, avec... il va sortir. Oui, de Scott Cooper, qui... En fait, ça me fait assez marrant de le voir sortir quelques mois après le film sur Dylan. C'est un peu la même période. C'est un peu l'idée d'une figure de la pop culture, enfin, de la musique pop en tout cas, qui a un tournant de sa vie, qui fait un album qui va changer sa carrière. Donc ouais, l'approche elle me fait rire parce que j'ai l'impression que c'est un peu la même chose, mais pourquoi pas. Il y a surtout Smashing Machine de Benny Safdie qui était à Venise, qui a gagné un prix de la mise en scène avec The Rock, Dwayne Johnson. Et bon, vous allez me détester, Julie me déteste déjà. Bon, j'en ai déjà marre. T'es sûr qu'on fait un 60e épisode? Il y a un film, donc Sangsao, qui sort alors celui qui sort. Ce que cette nature te dit, voilà. Ce que cette nature te dit. C'est magnifique comme nom. J'ai déjà les larmes aux yeux tellement ça a l'air bon. Oh, bon Dieu. Il va falloir vraiment s'infliger ça. Qui était à Berlin, donc oui. Et peut-être, je dis bien peut-être parce qu'on
pareil. On est un peu gourmand là. On est un peu en colère aussi. On n'aime plus trop ce cinéaste. L'étranger de François Ozon. Oh bon Dieu. Voilà, j'y vais à reculons. Non, mais peut-être pour Benjamin Voisin, mais après, moi je fais partie des gens qui n'aiment pas l'étranger de Camus de toute façon. Voilà, c'est dit, Julie. Voilà, Julie a une personnalité. C'est ça. D'ailleurs, elle parle d'elle à la troisième personne. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, puisque d'ici là, c'est pas mal. Je pense pas qu'on va parler de Predator Badlands. Non, là, vraiment, ça fait pas envie. Et c'est tout. Pas le film de Orelsan. Non. On se respecte quand même. Voilà, on a terminé avec le 59e épisode et l'annonce du prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. C'est le Spooky Month, donc il y a beaucoup de films d'horreur qui sont sur les plateformes, donc profitez-en, voyez des films d'horreur, faites-vous peur. Enfin, moi je dis ça parce que j'adore l'horreur, mais pas que, en fait, plein de choses. Voilà, tu es biaisé, Morgane. Oui, voilà. Mais bon, c'est le mois. Biaisé, d'ailleurs. Oui, bravo. Bref, on va arrêter. Bon, sur cette blague absolument affreuse, on vous dit bonne écoute et à une prochaine.